Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez. Et normalement, par le miracle de la technique, nous sommes en lien avec Bruxelles, nous sommes en lien avec l'Italie, nous sommes en lien avec les étudiants de l'université de Naples, d'autres lycéens à Pinerolo. Donc, vive la technique qui, de ce point de vue, nous aide. Je m'appelle Vincent Hédin, je travaille pour un magazine qui s'appelle Ouzbek Erika, qui est un magazine qui regarde le futur. Et ça tombe bien puisque c'est ce dont nous allons parler ce matin. On va essayer de se projeter à horizon très lointain, 2030, voire 2050, puisque si vous nous suivez, vous savez qu'en décembre dernier, la Commission européenne s'est engagée à réduire les émissions de CO2 de 90% à l'horizon 2050. Et pour ça, il va falloir faire plus que simplement arrêter de boire de l'eau dans des bouteilles en plastique ou recycler un peu plus ces déchets. Il va falloir changer notre manière de manger, mais aussi notre manière de voyager. Et c'est de ça dont on va parler largement ce matin, puisqu'on va parler du rôle du train dans la vision du Green Deal. On en parlera donc dans un second temps avec une table ronde pour laquelle sont déjà connectés normalement Edil Liégeois et Wojciech Sopinski et aussi les acteurs du Lyon-Turin, à savoir Furio Bombardi et Mario Virano. Et puis, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous très largement sur cette plateforme. Vous avez la possibilité, si vous regardez en bas à droite sur vos écrans, d'envoyer des questions qui nous arrivent en direct et on pourra les prendre à la volée. Mais en ouverture, on a la chance d'avoir avec nous Iveta Radichova, qui est la coordinatrice du corridor méditerranéen à la Commission européenne et qui va, pour ouvrir cette matinée, replacer le Lyon-Turin et l'ensemble des accélérations du rail européen dans une perspective de Green Deal. Madame Radikova, vous avez la parole. Hello to everybody. I know the time is overcovered by pandemic and we have the only chance. Bonjour à tous. Donc c'est bien ça, c'est comme l'a dit Vincent, la seule façon qu'on a de se rencontrer dans cette période, c'est la technologie. Donc merci à la technologie et j'espère que la prochaine fois, il y aura la possibilité de travailler tous ensemble. On our plannings and our lives, but also major tasks, not only for recovery of our economics, but also for deeper reforms for our common future because of the global changes around us. Puisse récupérer et il faut s'engager afin que l'on puisse faire face aux différents défis. Un défi est celui du changement climatique. Voilà pourquoi l'Union européenne, tout comme tous les États membres, sont en train de chercher à trouver la façon de garantir la protection de notre environnement qui doit être sain et sûr pour notre futur, pour nos enfants et pour les futures générations. Comme vous le savez, j'ai la tâche, le devoir d'être coordinatrice du corridor méditerranéen qui relie de différents pays à partir du sud à l'ouest de l'Europe jusqu'aux frontières de l'Est, l'Ukraine par exemple, par un territoire qui est traversé par plusieurs d'autres corridors naturels. Tout ce territoire est caractérisé par de forts échanges transnationaux. Nous avons développé à ce but une série de notes globales par lesquelles nous nous engageons sur des thèmes qui concernent l'environnement, notamment le
trafic à travers les différents corridors. Le corridor représente environ 18% de la population européenne et ces pays, ces zones représentent environ 7% du PIB de cette zone. Aujourd'hui, ce séminaire concernera les thèmes du rail, tout comme les thèmes liés à l'environnement. Nous nous occupons de l'environnement parce que le transport ferroviaire, c'est l'un des moyens de transport qui contribue à l'ambition de l'Union européenne de faire face aux objectifs climatiques et c'est donc l'une des formes de transport la moins polluante. Mais ce n'est pas seulement le transport ferroviaire qui est à la base du Green Deal, du Pacte vert. N'oublions pas que nous devons toujours et constamment faire face à la transition très ambitieuse du secteur automobile, à savoir l'objectif de réduire les émissions et d'avoir des instruments de transport durables. Et donc, si on veut être compétitif dans le cadre de ce scénario, et nous voulons le faire, nous devons également penser à la concurrence et aux concurrents dans le secteur des transports. La mise en œuvre efficace du pacte vert au niveau européen de sa politique stratégique qui est menée par la Commission européenne actuelle demande un engagement important au cours des prochaines années. Le transport, le secteur même des transports, est un élément clé de notre économie. Et il joue un rôle fondamental dans le cadre du pacte vert parce qu'il représente 25% de l'émission des gaz à effet de serre en Europe. Et dans les 30 dernières années, ce taux a augmenté beaucoup par rapport à d'autres secteurs industriels où les émissions ont par contre diminué. L'année dernière, la Commission européenne a proposé d'augmenter l'objectif qui était fixé pour 2030, à savoir la réduction des gaz à effet de serre, jusqu'à 50% au moins d'ici 2050. C'est une tâche très importante qui ne concerne pas le secteur des transports, mais qui concerne en général l'industrie européenne. Dans la pratique, cela se traduit par une réduction des émissions de la part de tout secteur, et notamment tout moyen de transport, jusqu'à atteindre une réduction de 90%. Cela demande un passage fondamental, donc une initiative qui nous mène à la gestion des transports durables et bien évidemment le secteur ferroviaire peut donner une contribution importante. Voilà pourquoi tout au long du corridor méditerranéen, on a beaucoup de projets que nous soutenons dans l'optique de ce but, par exemple les Core Network Corridors. Plus de 70% des contributions financières de l'Union européenne est consacrée au secteur des transports ferroviaires. Mon corridor, notre corridor, fait partie de l'un des 147 projets et 57 actions spécifiques sont consacrées de façon spécifique à notre secteur et sont égales à environ 2,4 milliards d'euros. Le réseau des transports ferroviaires devra être revu et il faudra adopter des initiatives dans le cadre des transports de passagers aussi bien que le transport de fret. Cela signifie que non seulement nous devons nous concentrer sur le transport durable, mais également offrir des services de transport fret et passagers qui soient moins coûteux et qui soient plus efficaces.
et donc des connexions dans toute l'Europe plus efficaces et moins coûteuses. J'ai cité ces projets parce que le corridor méditerranéen comprend de différents tronçons. Ceux qui voyagent en Europe le savent très bien. Il y a de différents tronçons qui sont très importants pour la liaison des différents États européens et aussi au niveau routier. Il existe beaucoup d'autoroutes nationales. Mais je dois l'admettre, il y a des connexions transnationales, des ponts qui, malheureusement, ont fait l'objet de tragédies, comme par exemple le pont Morandi de Gênes. 12,000 tracks a day. Tous les jours, plusieurs tronçons sont parcourus et nous permettent de traverser de différentes frontières. Chaque jour, les autoroutes italiennes sont le témoin d'un trafic énorme. Il faut comprendre comment nous pouvons continuer à soutenir, supporter ce trafic et les problèmes du trafic en encourageant d'autres modes de transport qui se soient moins nuisibles pour l'environnement et qui soient plus efficaces et plus orientés sur les passagers, sur les voyageurs et sur le transport de fret. Il faut adopter une solution et je suis certaine que le transport ferroviaire peut être une solution dans ce contexte en contribuant donc au pacte vert. Nous devons faire augmenter le taux actuel du transport ferroviaire qui ne représente que 15% du transport global jusqu'à au moins 50%. Et si dans la pratique, il y aura des projets que je viens de citer, à peu près 40 millions de trafics pourront être éliminés du transport routier toutes les années et cela aura un fort impact sur la réduction des émissions de CO2 et sur d'autres émissions. Il y a de différentes actions prioritaires qui doivent être menées dans le cadre du corridor méditerranéen. En particulier, si je pense à la ville de Turin, il est important de citer le grand projet sur le corridor de la Lyon-Turin. Mais il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'autres exemples de projets similaires. Je sais que le débat continue depuis des années, notamment dans le cadre de TELT. Certaines décisions ont été prises et de nombreuses évaluations ont été faites. Et si on évalue les pour et les contre, il est évident que les avantages dépassent les risques et les aspects plus critiques. Le soutien au transport ferroviaire fait partie des projets urbains de Turin et la liaison ferroviaire entre Turin et les aéroports et les zones liées sont fondamentales. To the corridor and a railway, it is losing the sense. There is, I think, no Sans interconnexion, il n'y a pas de débat qui peuvent poursuivre. Il n'y a pas de questions. Les projets sont continus. Il y a beaucoup de projets concernant, par exemple, l'Espagne et la liaison avec la France, la liaison des ports de la Méditerranée, les hubs industriels avec les réseaux ferroviaires fondamentaux. Et tout cela peut permettre de réduire le trafic routier et également d'investissements et des solutions éco-durables sont fondamentaux et peuvent représenter des alternatives possibles et efficaces.
En conclusion, en Europe, il est fondamental de mener des projets pour les infrastructures de transport pour réduire le trafic et pour garantir la réduction des émissions de CO2. Et notamment, nous devons penser aux générations futures et parmi les initiatives fondamentales et les solutions fondamentales, nous devons nous focaliser en particulier sur le soutien au rail, au chemin de fer. Et en particulier, nous avons besoin d'actions durables, de différents corridors durables. Nous n'avons que 9 années d'ici 2030 pour atteindre nos objectifs. Toutefois, 9 années signifie que nous pouvons réussir. Le corridor peut contribuer à la réduction des émissions. On peut utiliser des solutions numériques, des carburants alternatifs afin de réduire le carbone. Ce n'est pas facile, ce n'est pas une tâche facile. Nous avons besoin de connaissances, mais l'aspect fondamental, c'est la coopération de tous les acteurs impliqués. Et parce que sans un effort commun, on ne sera pas en mesure de voir et évaluer les effets positifs de nos actions. Donc, je remercie vous tous pour toutes les idées offertes et les solutions concrètes proposées. Et je souhaite qu'on pourra atteindre ces résultats. Merci. Merci à vous, Madame Radičová, de vous être rendue disponible. Alors effectivement, de manière technologique, et on espère que pour les prochaines échéances de TELT, on vous les rappellera sur une slide en fin de table ronde, mais on doit se retrouver le 17 septembre. On espère que ça pourra être en présentiel, comme on dit en français, c'est-à-dire dans une salle, comme dans le monde d'avant la pandémie. Merci beaucoup, Madame Radičová. On va donc désormais ouvrir cette table ronde. On va rester à la commission avec un binôme pour les aspects à la fois plus politiques et peut-être ensuite plus techniques. Eddy Liégeois, je pense que vous êtes avec nous. Votre titre, puisque à la commission les titres sont en anglais, c'est Head of Unit TEN-T Network à la direction MOVE, donc à la direction de la mobilité. Vous avez entendu Madame Radičová qui a donné des ordres de grandeur qui sont très impressionnants. Celui qui était sans doute le plus percutant pour celles et ceux qui nous suivent, c'est qu'elle disait aujourd'hui, le transport ferroviaire, c'est 15% des passagers du continent et l'ambition pour atteindre le Green Deal, c'est que ça devienne 50% à l'horizon 2050, donc une multiplication à hauteur de 300%, ce qui est très impressionnant. Peut-être est-ce que vous pourriez effectivement nous replacer un petit peu la politique européenne et la place du rail pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que le Lyon-Turin s'inscrit dans une perspective plus globale de mobilité verte. Oui, merci beaucoup. Je serai assez court parce que Madame Radičová a déjà été très complète. 3 points de mon côté. Un élément de contexte pour répondre à votre question. Comme Madame Radičová l'a déjà indiqué, nous avons je dirais un élément important dans la politique de l'Union européenne, je dirais presque un élément fondateur qui est le Green Deal, le pacte vert, qui a été traduit dans la politique des transports par un autre document important adopté en décembre 2020, qui est la stratégie de mobilité durable et intelligente, qui fixe des objectifs très ambitieux, et vous l'avez signalé, en particulier pour ce qui concerne le transport de passagers à haute vitesse, de doubler la part de ce trafic d'ici 2030 et même de le tripler à l'horizon 2050. Et pour ce qui est du fret, là on vise une augmentation de 50% du fret ferroviaire d'ici 2030. Un autre élément je dirais de contexte qui à mon sens est très important et qui devra avoir un impact sur la politique des transports, en particulier au niveau des infrastructures, c'est la pandémie, le Covid-19.
qui est, je dirais, un très bon donneur de leçons parce qu'il a révélé une certaine fragilité du système de transport, en particulier aux frontières. Et vous vous rappellerez sans doute, il y a un an, qu'il y avait d'importants points de congestion sur le réseau européen, qui étaient évidemment dus en partie au contrôle sanitaire, mais pas que au contrôle sanitaire. On a noté certains problèmes, je dirais, d'ordre technique liés à l'infrastructure, donc un problème, pour utiliser un mot qui est très à la mode, de résilience de l'infrastructure. Et il est vrai que c'est un important diagnostic, qu'on remarque que les États membres ont tendance à concentrer leur financement sur des projets sur leur territoire, mais à peut-être délaisser les projets, les transfrontaliers, qui nécessitent une coordination particulièrement importante. Voilà un petit peu pour l'élément de contexte. Alors, dans ce contexte, et je crois que Mme Radíková a déjà été très claire sur ce point, quels sont les grands objectifs de la politique des transports, et en particulier au niveau de l'infrastructure, mais je le résumerai en 3 points: décarbonation, digitalisation et résilience, comme je l'ai dit, qui est peut-être un nouvel élément qui s'est fait jour avec la pandémie. Et ces 3 éléments seront parmi les objectifs, les priorités de la révision du règlement RTE dont nous avons entamé la préparation et que nous allons proposer en novembre de cette année, avec comme grand objectif tout d'abord la réalisation du réseau central d'ici 2030 et le réseau, je dirais, plus détaillé en 2050. Et comme vous le savez peut-être, le Lyon-Turin fait partie du réseau central, donc à l'horizon 2030. Et un autre objectif de cette révision du règlement RTE, c'est évidemment pas uniquement de relier des points sur des cartes, mais de relier ces points sur les cartes avec un réseau de haute qualité, par exemple avec une vitesse minimale, tant pour le fret que pour les passagers. Alors, j'en arrive à mon troisième et dernier point. Donc voici donc l'élément de contexte, les grands objectifs de la politique de transport tels qu'ils seront traduits en particulier dans la révision du règlement RTE. Donc qu'en est-il du Lyon-Turin? Je dirais que le Lyon-Turin correspond parfaitement à toutes ces priorités de la politique des transports européenne. Tout d'abord, le Lyon-Turin, comme je le disais, est situé sur le réseau central, donc avec comme objectif de réalisation 2030. Lorsque je dis le Lyon-Turin, c'est évidemment le tunnel de base pour lequel le TELT a un rôle particulier, essentiel, mais également les voies d'accès du côté italien et français, car il ne sert à rien d'avoir un tunnel qui va coûter très cher si les voies d'accès ne sont pas réalisées. Deuxièmement, c'est un projet transfrontalier, donc une grande valeur ajoutée au niveau européen et un rôle particulier pour l'Union européenne, y compris en termes de financement, donc qui sera important dans le cadre du mécanisme d'interconnexion européen. Et je dirais le troisième point, c'est que le Lyon-Turin va évidemment dans la voie des objectifs que nous voulons promouvoir de transfert de la route vers le rail, pour contribuer à ce que vous indiquiez, à l'objectif d'augmenter la part du rail qui est malheureusement toujours, je dirais, un petit peu un statu quo de 17% de part modale, et que nous devons évidemment augmenter. Voilà, donc j'étais assez court, mais je voudrais laisser la place bien évidemment aux questions et au débat, et je laisse donc je vous renvoie la parole, et aussi pour mon collègue Wojtek pour faire quelques points plus précis sur le projet Lyon-Turin. Je veux bien juste que vous précisiez quelque chose. Alors je vous rassure, il y aura beaucoup de questions, mais la décarbonation, c'est très clair, et la résilience, qu'on peut aussi appeler autonomie, c'est très clair. Est-ce que vous pourriez juste préciser ce
qui sous-tendent les enjeux de digitalisation, parce que c'est pas toujours évident pour celles et ceux qui nous suivent à distance sur un projet de transport. Alors, pour le rail, il y a un élément qui est très concret, qui est déjà en phase d'implémentation, mais malheureusement beaucoup trop lent, qui est le système que l'on appelle ERTMS, qui est donc pour la gestion du trafic du rail, qui est un système moderne et surtout qui devrait conduire à améliorer l'interopérabilité du rail européen. Donc un seul et même système sur tout le système ferroviaire européen. Alors c'est un système qui est moderne et qui permettra d'optimiser l'utilisation du rail. Une chose, c'est de construire des nouvelles infrastructures. Autre chose, c'est de les utiliser de manière très optimale. Très optimale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un système de gestion moderne permettra d'avoir plus de trains sur la même infrastructure, avec des trains qui pourront rouler avec une distance plus réduite. Alors on est encore malheureusement loin du compte, dans la mesure où actuellement on a des systèmes différents, tant sur l'infrastructure que sur le matériel roulant. Donc notre objectif, aussi à l'horizon 2030, c'est d'avoir ce système ERTMS qui permettra une gestion optimale du trafic, mais aussi aux gestionnaires d'infrastructures de faire d'importantes économies, dans la mesure où ils ne devront plus investir sur l'infrastructure, investir dans deux systèmes afin de permettre la circulation de tous les trains. Crystal clear, comme on dit en français. Merci beaucoup, Eddy. Je me tourne vers votre collègue Wojciech Sopinski. Donc vous travaillez, vous êtes le conseiller de Madame Radičová, qu'on a entendu en entrée avec un éclairage très large. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous brosser nous donner des ordres de grandeur sur ce que le Lyon-Turin pourrait apporter en termes de décarbonation de l'économie, à la fois en termes de passagers, mais aussi de camions qui ne circuleront plus sur les routes, mais qui emprunteront ce tunnel. Enfin voilà, nous donner un peu une carte d'identité de ce Lyon-Turin. Thank you very much. So actually, in completion of what my colleagues said before, je dois dire que je suis d'accord avec le collègue et je désire seulement ajouter des réflexions sur ces stratégies. L'objectif est 2050 pour la décarbonisation. Et c'est une ambition un peu loin, ce sont des échéances loin, mais très ambitieuses justement. Et quand on parle des échéances aussi loin, il faut penser également au fait qu'aujourd'hui, au sein du public, nous avons beaucoup d'étudiants, de jeunes personnes, de lycéens. Et donc, ce sera à vous de réaliser ces stratégies à long terme. Et donc, l'ambition 2050 va revenir aux jeunes générations européennes. Pour revenir à notre sujet, on parle de décarbonisation. Et dans ce contexte, nous devons commencer par l'élément le plus petit de ce contexte, qui est le tunnel. C'est la galerie la plus longue en Europe, en cours de construction, le tunnel Lyon-Turin. Je crois que cela fait partie du thème et du sujet du pacte vert et du débat sur la promotion du transport sur rail en Europe. En particulier, je désire me concentrer sur certains points considérés de la perspective de ce tunnel. Ce tunnel est très important, en particulier pour le bon fonctionnement du corridor méditerranéen, parce que sans ce tunnel et sans ces voies d'accès modernes, le passage que nous attendons
vers ce type de transport dans le corridor méditerranéen ne pourra pas être atteint. Il s'agit d'un corridor, comme on l'a entendu, qui a beaucoup de tronçons, mais seulement 15% du transport est concentré sur le transport ferroviaire. Donc, sur le rail, il y a beaucoup de projets en cours. Et si on pourra d'ici 2030 réaliser ces projets, alors on sera en mesure de mener ce passage modal vers le rail, donc de 15% à 27% environ. Et nous serons donc en ligne avec la stratégie de la Commission européenne. Toutefois, pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin du tunnel et nous avons besoin également d'amener le trafic vers le tunnel. Et il y a un autre aspect qui fait partie de ce débat dès le début, et c'est lié à l'environnement. Si l'on pense au concept de tunnel et au premier débat, nous sommes en 1991 et pour la première fois dans cette date, les pays ont pensé à comment mener un projet de construction d'un rail sûr, efficace, mais en prenant compte des aspects environnementaux dans les zones plus sensibles. La réponse par rapport à ces débats a été de mener, de réaliser des investissements dans le cadre du tunnel et donc dans le cadre du transport ferroviaire. À l'époque, personne ne parlait de Green Deal, de pacte vert en soi, mais l'environnement était déjà au cœur de l'agenda de l'Union européenne et c'est pour ça, en 1994, l'Union européenne a décidé d'ajouter le projet Lyon-Turin à la liste des projets des infrastructures prioritaires en Europe. Ce thème a donc été inséré dans la déclaration de Essen et à partir de ce moment, il s'agit d'un projet européen et donc dès le début, à partir des années 90, nous avons assisté au soutien de la part de l'Union européenne et de la Commission européenne à ce projet au niveau politique aussi bien qu'au niveau légal, réglementaire et encore plus important au niveau financier. Un troisième point que je désire citer en tant qu'introduction au débat qu'il y aura aujourd'hui, et c'est lié à l'impact concret de cette liaison ferroviaire Lyon-Turin qui est à son tour liée à l'environnement. Grâce au tunnel, on sera à mesure de réduire les émissions et nous pourrons également éliminer en partie les véhicules qui aujourd'hui parcourent les routes alpines. La tendance actuelle n'est pas durable à long terme et je pense en particulier à l'époque pré-Covid. En 2019, le nombre d'automobiles sur les Alpes a atteint jusqu'à 223 millions de tonnes. Il s'agit de données précédant l'époque Covid, la période Covid, et en particulier, si l'on pense à la coopération italienne et française, seulement 7% des marchandises sont transportées par rail. 93% du transport de marchandises se fait sur route. Cette tendance n'est plus durable. Il y a beaucoup de statistiques qui le prouvent. Et si on pense toutefois à d'autres pays et d'autres modèles, il existe de différents cas où il est évident que le transport
transport sur rail peut sûrement aider le trafic. C'est le cas du transport modal entre Italie et Suisse, Italie-Autriche. Et donc, le tunnel est nécessaire pour le transport de marchandises parce que l'on vit dans une région orientée sur le transport. Et cela concerne en particulier la région Piémont, mais aussi l'Espagne. Le tunnel est nécessaire pour les passagers également, non seulement pour le transport de fret. Il peut s'agir d'une forme alternative pour le transport. Passons au transport aérien. À Turin, il faut parler de liaison avec Turin, Paris qui doit être lié à Milan, à Rome. Et grâce au passage et au transport sur rail, on peut réduire le trafic routier, la pollution, les émissions, les bruits, et on peut nettoyer, disons, les tronçons routiers entre France et Italie et non seulement. Et cela est tout à fait évident sur le tronçon européen, méditerranéen. Et le transport sur rail, c'est l'un des transports les plus sûrs et par conséquent, le tunnel est fondamental au niveau de sécurité et pour créer une liaison commerciale qui peut attirer les passagers, les opérateurs. Merci pour votre attention. Merci à vous, Wojciech, et puis merci pour votre à propos, puisqu'il y a une question du public qui arrivait et qui demandait la répartition entre la route et le train, et donc vous nous avez répondu, pour l'instant c'est 93 sur les routes et 7% seulement avec le fret. Vous pourrez peut-être tout à l'heure reprendre la parole pour nous dire quels sont les objectifs de la Commission après la mise en place du Lyon-Turin. Donc merci à tous les deux, vous restez avec nous parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je vous en donne une ou deux pour que vous puissiez commencer à réfléchir. Est-ce que les trains vont marcher à l'hydrogène? Est-ce que véritablement le Lyon-Turin va ouvrir en 2030 comme c'est prévu? Celle-là, Mario Virano, je suis sûr que vous aurez à cœur d'y répondre. Et avant de vous donner la parole, Monsieur Virano, on va se connecter avec Fulvio Bombardi, qui est là aussi avec un titre en anglais. Vous êtes Managing Director du corridor méditerranéen. Et vous allez nous parler de logistique, de parler d'excellence logistique avec ce projet. Mais d'abord, dans un premier temps, vous voulez, comme peut-être on est avec des étudiants, vous vouliez nous faire un petit peu philosopher et nous faire réfléchir à la notion d'infrastructure. À quoi sert un corridor? On pense au très beau roman de la romancière française Maëlys de Kerangal sur Naissance d'un pont, où il y a deux territoires qui sont complètement étrangers l'un à l'autre. Et une fois qu'il y a ce pont, il y a des interactions très riches humaines qui se créent. Et peut-être, c'est ça qu'on peut espérer du Lyon-Turin. Donc, on va vous laisser nous parler de ça tout de suite. Merci beaucoup. Je remercie les collègues qui ont parlé avant moi parce qu'ils ont encadré la situation de manière très claire. À ce point, je souhaiterais rentrer un petit peu dans la dimension concrète et pour parler du couloir qui s'occupe du transport des frais à l'intérieur du réseau ferroviaire. Da questo punto di vista una prima riflessione. De ce point de vue, une première réflexion devrait être focalisée sur ce qu'un couloir représente. Par définition, un couloir, c'est un point de passage, un point de connexion. Là, vous voyez dans la plan notre couloir. Et la coordinatrice nous a expliqué que ce couloir va unir le sud et l'extrémité est de l'Europe. Donc, c'est plusieurs pays, plusieurs organisations, c'est plus de 7000 kilomètres et c'est une connexion de plus de 100 terminaux de frais parce que là, on parle d'inter-échange. Donc, les points d'échange, c'est des endroits spécifiques. On a même
points clés européens, donc des ports, Gênes et La Spezia aussi. Donc, les ports deviennent de plus en plus importants, tout comme deux structures internes, Budapest et Lyon, qui vont connecter à travers des voies d'eau internes. Donc, on a une connexion avec 6 autres couloirs et ce couloir va réunir les zones industrielles les plus importantes dans l'Union européenne, la Catalogne, Rhône-Alpes et la Lombardie et le Piémont. Donc, c'est 18% de la population européenne qui aura accès à cette connexion et qui pourra être connectée. Donc, voilà pourquoi on a parlé de pont. C'est un pont dans l'espace qui va unir des marchés différents et, disons, le monde à l'extérieur grâce au port. Nous allons être connectés à tout le reste du monde. Mais il s'agit même d'un pont entre organisations différentes parce que le transport sur rail, c'est une façon de transporter les frais et les passagers complexe parce que cela demande, c'est un système puissant mais complexe et fragile. C'est complexe parce que cela demande de multiples acteurs, donc ce qui représente les couloirs des frais, tout comme les sociétés ferroviaires, les terminus, les ports, mais même les courriers, les utilisateurs finaux et les sociétés qui vont utiliser ces couloirs. Et donc, ils seront tous connectés par cette fonction de pont représentée par le couloir. Donc, il faut même mettre en évidence le fait que ce type de connexion va connecter le présent au futur. Ce qui est assez cher à M. Virano, qui va nous illustrer le rôle de TELT dans la connexion Lyon-Turin. Mais en général, il existe une donnée qu'on ne peut pas ignorer concernant ces grandes infrastructures. Donc, ils vont aider le territoire interne. Et c'est clair si on regarde le fait que les zones les plus riches, c'est les zones qui ont les plus d'infrastructures et les infrastructures les mieux performantes. Donc, c'est ce qui arrive dans les pays à haut revenu. Donc là, on part de Algeciras et on arrive vers Zahoni, qui est le point de transit avec l'Ukraine. Donc, c'est vraiment une connexion qui va nous ouvrir la voie à tout le reste du monde et qui connecte des zones à haute vocation industrielle. Mais malheureusement, le potentiel est encore inutilisé parce que si on regarde les flux internes et les connexions avec d'autres zones à l'extérieur, elles restent encore limitées. Vous voyez deux investissements importants. L'un, c'est vraiment la connexion des Alpes parce que les réseaux ferroviaires peuvent nous aider à transporter les frais même sans barrières naturelles. Et nous qui on a les Alpes, mais même les Pyrénées, alors des infrastructures comme le tunnel des bases devient fondamental pour traverser des pays qui n'ont pas la chance d'avoir des plaines infinies comme l'Australie ou les États-Unis et qui ont même une population inférieure. Donc pour nous, ce type d'investissement est crucial
crucial. Aujourd'hui, la connexion Italie-France a un pourcentage ferroviaire assez basse parce qu'il s'agit d'une connexion qui date de 1871. Donc, c'est énormément de temps et qui ne répond plus aux exigences de sécurité qu'on demande aujourd'hui. Donc, il faut augmenter le transport qui a été déplacé de plus en plus vers les routes. Donc, il existe même un deuxième élément très important. Donc, c'est l'extension de l'écart ferroviaire vers l'Espagne. Donc, nous aurons la possibilité de transporter tous les trains vers l'Espagne. Donc, on va éliminer la différence d'écartement avec l'Espagne et on aura la possibilité d'ouvrir là-bas de nouveaux marchés. N'oublions pas que beaucoup des fruits et des légumes qu'on mange et qu'on goûte en France et en Italie arrivent de la région de la Murcia. Voilà pourquoi je suis convaincue du fait que ces deux investissements, et TELT en particulier, sont nécessaires pour permettre au rail de donner sa contribution à ces objectifs ambitieux du Pacte vert. Bien sûr, il faudra travailler pour une intégration meilleure et plus efficace des acteurs et des parties prenantes sans dispersion et avec un coût plus efficace des transports européens. Également, il faudra intégrer le système ferroviaire dans une chaîne multimodale. Donc, les transports ferroviaires sont puissants, mais il faut avoir le support d'un réseau routier ou au mieux de terminus import-export important. Donc, le système ferroviaire peut simplifier soi-même pour se rapprocher au marché et devenir plus compétitif et donc on pourra le faire avec ce type de support. Donc voilà, notre but, c'est de rendre plus puissant le transport des frais sur rail. Donc, pour clôturer, les couloirs représentent un pont entre les peuples et les cultures, les visions dans les différentes réalités où on vit. Et l'un de nos tâches, c'est de combiner les exigences des sociétés et des entreprises aux règles de la vie sociale qui se donnent les pays et donc les institutions qui doivent définir les règles de l'Europe. Dans les différents pays, je suis sûre que ce rôle de couloir et de connexion pourra transformer le système ferroviaire puissant, mais pas encore à l'aise et en mesure d'exprimer tout ce potentiel dans un système efficace qui va faire devenir réalité nos ambitions. Merci beaucoup, Fulvio. Restez avec nous parce qu'il y a une question qui arrive. Il y a beaucoup de questions qui arrivent de la part des étudiants et c'est très bien. Il y en a une qui est directement pour vous et en lien avec ce que vous venez de dire sur la multimodalité. Est-ce que ce projet du Lyon-Turin, il pourra aussi renforcer les relations entre les ports de l'Atlantique et le centre de l'Europe, que ce soit effectivement la France ou l'Italie? Vous avez cité Gênes et La Spezia, donc j'imagine que la réponse est plutôt oui, mais c'est vous l'expert. Donc, il n'existe pas de système de transport qui vont répondre aux exigences de ce défi tout seul. Je crois que la solution n'est pas que les rails, que la route, que le transport maritime. On a même les autoroutes de la mer parmi les projets qui sont partis du projet européen. Donc, la Méditerranée est un tout petit lac, si vous voulez. Donc, s'il faut penser à un système de logistique à 360 degrés, rappelez-vous que
la logistique est fondamentale pour tout ce que nous faisons. Donc, si on pense aux produits industriels, de 10 à 15%, son coût est représenté des coûts de transport et de manutention. Donc, la logistique a besoin d'être intégrée dans un monde interactif et viable, parce que les systèmes ferroviaires peuvent bien connecter de grands pôles. C'est bien ça, les matériaux routables est grand et lourd. Et si on peut développer le potentiel de cet instrument. Donc, je nais dans la logistique. Donc, ce que je souhaite vous transmettre, c'est que les rails vont, disons, restituer les objectifs du pacte vert parce qu'on utilise l'électricité, donc c'est plus viable comme source énergétique. Mais il faut l'insérer, l'intégrer dans un système plus complexe. Donc, la multimodalité est incontournable dans ce cadre. Et pour atteindre les buts du pacte vert, c'est de mettre au centre la logistique et la faire devenir plus verte et plus viable. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Vous avez très bien répondu, puis je vous laisse le temps de vous préparer parce qu'il y a des étudiants qui sont très pointus qui nous disent qu'il y a encore un train sur 5 qui roule au diesel sur la portion, des voies qui ne sont pas encore électrifiées. Donc, quelle solution pour les trains bas carbone? Il y a des questions qui arrivent sur l'hydrogène. Donc, je vous laisse le temps de préparer des réponses sur les énergies du futur. Mais je voudrais clôturer ce premier tour de table avec last but not least, comme on dit en bon français, le PDG du tunnel euro-alpin Lyon-Turin, Mario Virano. Je voulais vous demander globalement, ce qu'on entend, c'est qu'en 2030, le projet va être très vertueux, mais racontez-nous ce qui va se passer entre 2021 et 2030, parce qu'on espère que ce n'est pas 9 années de perdues pour l'environnement et aussi pour l'économie. Ça, c'est ma question générale pour vous, mais je prends juste 2 questions qui viennent du public et qui vous sont directement adressées. La première, et ça peut être votre introduction, est-ce que le projet sera bien fini en 2030 et voilà. Est-ce que les travaux seront à l'heure? Et il y en a une autre qui rentre un petit peu dans la même logique. On vous demande, à la lumière de ce que vous présentez, comment expliquez-vous qu'il y ait encore des doutes sur l'utilité d'une telle opération? Mario Virano, on vous écoute. Bonjour à tous. Je commence avec la dernière considération, parce que les choses qui ont été dites sont tellement objectives que la question est pourquoi on n'a pas réussi à convaincre tous sur l'opportunité de ces travaux. Je crois qu'il faut lancer et donner des messages simples. Par exemple, pourquoi fait-on le tunnel de base, qui est devenu une sorte de symbole de mythe? Pour une raison toute simple, les trains sont efficaces et convenables quand sont à plane. Et si on rencontre une montagne, la seule façon pour faire marcher le train sur les plaines, en fait, c'est ça le tunnel de base. C'est une question de plaine et de montagne, mais c'est un message qui n'est pas simple à transmettre parce que beaucoup de monde dit il y a déjà un tunnel, pourquoi en construire un nouveau? Parce qu'un tunnel qui a 150 années, le 17 septembre, il y aura l'anniversaire de ces 150 ans. C'est à 1300 mètres d'altitude et les trains rapides à grande vitesse avec beaucoup de passagers, s'ils montent à 1300 mètres d'altitude, perdent leur compétitivité. Et voilà pourquoi? Voilà parce qu'on crée le tunnel de base. Le tunnel de base, en soi, c'est aussi un objet assez compliqué et cela parce qu'il est fait. En réalité, c'est une machine complexe, peut-on dire, faite de 2 tunnels parallèles de 57,5 km. Donc,
Au total, ce sont 115 kilomètres. Après, il y a 204 bypass qui lient les deux tunnels parce qu'un tunnel, en cas d'accident, doit fonctionner en tant que tunnel de sécurité pour l'autre. Après, il y a les descenderies qui permettent d'ouvrir les chantiers et de faire ensuite l'entretien et la maintenance, même au cœur de la montagne, sans devoir excaver seulement des deux côtés, des deux extrémités de tunnel. Au total, donc, ce sont environ 160 kilomètres de tunnels à excaver. On a déjà excavé 30 et d'ici l'été, il y aura 80% de la totalité de l'eau, il y aura des marchés et d'ici la fin de l'année, la totalité de l'ouvrage. Donc l'ouvrage est complètement lancé pour sa réalisation. On envisage 12 grands chantiers opérationnels entre France et Italie, 2 gares internationales, 20 000 contrats avec des entreprises titulaires et sous-traitants. La valeur, c'est 8,6 milliards en valeur 2012 qui donneront de l'emploi à environ 8 000 personnes, 4 000 directs et 4 000 indirects. Déjà aujourd'hui, on est en train de créer des emplois pour 1 000 personnes entre France et Italie. Donc il y a ce nombre de personnes qui travaillent actuellement. Quel est l'un des problèmes principaux? C'est justement la valeur et la signification au niveau de l'environnement, de la société, de ces ouvrages. On le perçoit, on le comprend, parce que cela permet de faire fonctionner le réseau entier du corridor méditerranéen et le réseau entier européen quand l'ouvrage sera terminé. Il est évident, avec les bénéfices pour l'environnement que l'on a rappelés. Donc la nouvelle efficacité qui sera créée pour les marchandises, les fret et les passagers. Mais ce que je désire souligner dans le cadre de l'effort que l'on est en train de faire, c'est qu'il ne faut pas nécessairement attendre 2030 plutôt que 2031. Étant donné qu'il y a eu la période du Covid, il y aura peut-être une année de différence à cause de la pandémie, mais en général, l'horizon du début des années 30 reste notre objectif prioritaire. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'attendre cette date pour commencer à voir les bénéfices. Normalement, ce que l'on dit, c'est qu'il y aura un grand résultat à l'avenir et entre-temps, pendant 10 ans, il y a des problèmes. C'est une histoire, disons, partielle et sûrement une histoire qui n'est pas précise parce que nous travaillons pour faire en sorte de réaliser et générer, créer des bénéfices déjà dans la phase de travail et de chantier. Et nous sommes en train de le faire sur 4 grands chapitres et thèmes. Celui de l'environnement naturel avec un effort pour la protection de la biodiversité. On a plus de 20 projets binationaux sur le thème de la biodiversité avec les universités italiennes et françaises et les centres de recherche. La valorisation de la ressource géothermique, l'existence des montagnes où on escave à l'altitude de base. On a environ 2 kilomètres de rochers sur la tête, disons. Et cela fait en sorte que dans le tunnel, il y a une température très élevée et il y a aussi de l'eau chaude constante qui est utilisable. Avec le Politecnico de Turin, on a développé un projet pour l'utilisation de cette ressource naturelle infinie et gratuite, qui est celle de l'eau chaude, pour l'utilisation géothermique de cette ressource. Nous avons également développé
Et on actualise constamment centaines de suivis sur 135 paramètres qui surveillent et contrôlent aujourd'hui et à l'avenir le cours et les tendances dans le cadre de l'environnement dans les territoires intéressés. Le deuxième sujet, ce sont les retombées, les bénéfices pour le territoire. Or, nous avons fait un choix de base. C'est qu'en France, aussi bien qu'en Italie, les chantiers n'ont pas de camp de base. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les ouvriers ne vivent pas dans les chantiers, dans le cadre du chantier, en vivant donc dans les conteneurs, même si confortables. Par contre, ils sont accueillis dans le système d'hébergement du territoire et ils n'ont pas les cuisines des chantiers, mais ils peuvent utiliser les systèmes de catering du territoire. Par exemple, dans la partie italienne, ce sont 10 millions de repas et 3 millions de nuits. Donc, c'est une ressource pour le système d'hébergement et des restaurants de territoire. Donc, c'est quelque chose de très important pour le territoire. Il y aura une création d'emplois pour 1 millier de personnes, aujourd'hui déjà 1000 personnes, et on développe des partenariats de recherche et c'est le travail que l'on est en train de démarrer grâce également à l'aide et au soutien de l'OCDE et de 9 universités. Nous sommes en train de mettre au point des opportunités de travail, de mettre en place des opportunités pour les jeunes qui sont en train de se former aux différents niveaux des écoles. Après, il y a le défi lié à la technologie. Nous avons fait un choix radical, celle de miser l'objectif de mortalité zéro dans nos chantiers et un niveau très bas d'accidents. C'est un objectif et une ambition qui n'est pas facile à atteindre pour ceux qui réalisent des travaux de ce type, des ouvrages de ce type, mais c'est un objectif que l'on peut concrètement poursuivre, mais en utilisant le mieux des expériences au niveau mondial, non seulement européenne, dans le domaine technologique, dans le domaine de la formation et également dans le domaine de la gestion des procédures de l'entier cycle d'élaboration qui est fait par notre personnel, par notre effectif, par de centaines d'ingénieurs qui travaillent pour nous et par beaucoup d'entreprises qui travaillent pour nous et qui sont contrôlées par les ingénieurs avec nous. C'est tout ce système entier qui se pose l'objectif de mortalité zéro que l'on appelait Mission S. Comme Safety and Security. Ensuite, nous utilisons notre expérience pour chercher de mettre ensemble le mieux de la culture technique, juridique et administrative des deux pays, France et Italie, qui ont des traditions importantes dans les différents domaines. Si l'on pense à l'école polytechnique italienne, le Polytechnico et l'école française, où il y a des excellences extraordinaires. Donc, nous voulons prendre le mieux des deux cultures, de la culture italienne et de la culture française, pour atteindre un niveau de culture binationale tout à fait intéressant et avancé, qui permet également de faire des expériences pilotes. Par exemple, nous avons atteint le résultat d'avoir le premier cas en Europe, d'avoir une seule réglementation contre la mafia, indépendamment des frontières, entre un pays comme l'Italie, qui a une très grande expérience dans le domaine de la mafia, de contre-mafia, et la France qui n'a pas d'expérience pour ce qui concerne la mafia. Or, le Parlement français a voté une décision permettant, dans
le territoire du Lyon-Turin et dans nos chantiers, d'avoir une seule situation unique du point de vue de la gestion contre la mafia. Actuellement, on est en train de faire face à la répétition de cette opération d'un projet pilote, également dans le domaine de l'économie circulaire sur les matériaux d'excavation, avec l'objectif d'avoir un seul chantier, considéré comme un seul chantier, et cela indépendamment du fait qu'il y a la frontière au milieu et que donc les excédents de matériel d'un côté peuvent être utilisés de l'autre côté et vice-versa afin de réduire au minimum les mouvements et le déplacement de matériaux à l'extérieur, à l'externe du chantier avec les effets au niveau de l'environnement que l'on peut imaginer. J'ai cité ces petites choses pour souligner qu'il n'y a pas besoin pour réaliser une politique qui crée des bénéfices au territoire. Il n'y a pas besoin d'attendre que l'ouvrage soit terminé, que les enfants ont grandi. Le futur après les 2030, par contre, les bénéfices peuvent être mesurés, évalués et pratiqués dès aujourd'hui dans la phase de réalisation. Bien sûr, il y a des problèmes, mais il y a aussi de grandes opportunités dans le domaine de l'environnement, dans le domaine social et dans le domaine économique. Merci beaucoup, M. Virano. J'ai une autre question sur laquelle je voudrais une réponse rapide parce qu'il y a beaucoup de questions des étudiants qui arrivent. Je sais qu'il vous tenait à cœur de dire que le modèle de gigantisme américain ou chinois qui consiste à relier des infrastructures avec des mégalopoles, c'est-à-dire des villes de dizaines de millions d'habitants ou à tout le moins au moins 5 millions. Il y avait une alternative européenne qui était le fait de relier des villes moyennes et le Lyon-Turin s'inscrivait dans cette perspective. Donc peut-être nous expliquer rapidement en quoi c'est important pour vous. Merci. C'est un raisonnement assez simple. Si on pense au fait que le monde doit vivre de coopération et compétition, aujourd'hui, les grandes zones de développement du Far East et en Amérique vivent autour de grandes villes qui sont des lieux extraordinaires de production, d'opportunités, mais également des sources de problèmes au niveau social, d'égalité et de gestion très compliquées. En tant qu'Europe, il faut être compétitif et faire face à ce monde à l'échelle globale. Vous pouvez voir une représentation synthétique des grandes villes au niveau mondial. L'Europe est une réalité qui est faite de villes moyennes, de villes petites, où celles entre 2 et 8 millions d'habitants sont seulement 5. Villes à l'échelle supérieure, ce sont Londres et Paris, tandis que toutes les autres, ce sont des villes moyennes ou petites moyennes qui vivent autour d'une identité très forte qui est concentrée dans les différents centres historiques. Et ce fait, l'identité de l'Europe fait partie aussi de notre système de valeurs avec l'expérience démocratique qui s'est développée et qui vit de ce système de relations avec les lieux où nous sommes habitués, où nous travaillons constamment. Nous devons garder cette identité et garder notre système d'organisation qui est fait de centaines de villes petites et moyennes. Mais en même
temps, il faut penser aux agrégations dans le monde qui sont des machines qui présentent des problèmes, mais également des opportunités. La seule manière de le faire, c'est que nos villes, petites, moyennes et grandes, soient fortement interconnectées, comme par exemple les quartiers d'une ville. Notre système européen connecté par le réseau fonctionne. Vous le voyez représenté avec cette image que je trouve très efficace, comme une grande ville européenne où il y a les gares, vous voyez, les corridors, ce sont les lignes, et en général, le temps de liaison et de connexion entre une gare et l'autre, une ville et l'autre, oui, excusez-moi, on n'entendait pas bien. Ce système intégré, ce modèle européen compétitif au niveau mondial, mais fortement caractérisé autour de ses valeurs et autour du système historique consolidé. C'est une opportunité extraordinaire. Donc, sans cette structure, il ne pourrait pas être compétitif à l'échelle internationale. Et donc, il y a un élément stratégique qui ne concerne pas seulement l'économie, mais également la démocratie, le système des valeurs et de la culture dont nous sommes partie fondamentale. Merci beaucoup. On voyait cette grande carte de métro qui montre l'avantage du train sur l'avion. C'est qu'évidemment, quand vous reliez avec une infrastructure de ville, vous en reliez d'autres. On parle du Lyon-Turin parce que ce sont les deux côtés du tunnel, mais une fois qu'on a évidemment créé cette infrastructure, on pourra aller directement en train de Paris à Milan en 4h30, ce qui sera évidemment une alternative à l'avion. Depuis que nous avons commencé à parler, il y a une dessinatrice qui croque en images ce qu'on dit. Vous avez même un nom prédestiné, chère madame, puisque vous appelez Irene Carbone. Et donc, la décarbonation a été illustrée par madame Carbone. Donc, on peut regarder un petit peu. Voilà, vous voyez des images on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. Donc, vous voyez la coopération entre les deux pays traduite par ces deux mains qui se tendent en blanc et vert ou l'autre côté de la montagne. C'est à la fois rafraîchissant et très clair. Alors, peut-être, avant de prendre des questions de nos étudiants qui sont avec nous en duplex de Naples, il y avait une ou deux questions qui étaient arrivées sur le fil qui me paraissaient revenir de manière récurrente et qui donc demandaient encore un éclaircissement. Il y en a deux qui vont ensemble. C'est pourquoi, d'après vous, est-ce que les écologistes ne reconnaissent pas la valeur environnementale des infrastructures ferroviaires comme le Lyon-Turin? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans la communication des avantages environnementaux? Effectivement, on entend depuis le début, on va éviter à 8 millions de camions d'aller sur les routes, mais plutôt prendre le rail. Et malgré tout, ça ne suffit pas. Donc, il y avait une autre question qui était reliée, qui était, vous parliez d'objectifs environnementaux, mais est-ce que le train est incontournable pour les atteindre? Et quelles sont les mesures compensatoires prévues pour ce projet? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore de plus dans la communication pour montrer que, bien sûr, on touche au vivant puisqu'on crée un tunnel, mais malgré tout, les bénéfices qu'on a à tirer de cette opération sont infiniment supérieurs aux inconvénients qu'il suscite. Peut-être M. Virano, M. Bombardi, comme vous voulez. Oui, c'est vrai. Le problème de communication existe et on l'a toujours eu, mais c'est transversal à tous les grands projets qui est lié à l'échelle selon laquelle on regarde ces problèmes. Parce qu'il est bien évident que lorsqu'on ouvre un chantier, le chantier en tant que tel et en soi devient le problème. Mais si vous regardez, même si vous devez renouveler les
les parois de chez vous ou bien la façade, on a les échafaudages qui sont nuisibles. Et donc, il y a toute une série de problèmes qui existent et qui tournent autour de l'existence du chantier en soi. Ensuite, des divergences ont été soulignées à cause de différentes visions du monde à long terme. Et c'est même normal d'avoir une différence de vue. Mais tout ce qu'on a dit aujourd'hui part du fait qu'il faut avoir un développement viable et qualifié. Il existe plusieurs théories sur la décroissance heureuse, sur d'autres idées qui vont critiquer radicalement le développement en tant que tel. C'est légitime parce que tout débat est légitime et il est bien d'avoir des échanges entre des intellectuels de pointe. Mais il est bien clair qu'il faut faire un choix. Notre choix est le choix qui a pris même l'importance et l'engagement de la Commission européenne. Ce n'est pas la décroissance, mais c'est la croissance qualifiée. Une croissance qualifiée, c'est un scénario complètement différent. C'est possible, bien sûr, que les supporters de l'orientation différente vont considérer non pas l'œuvre en tant que telle, mais disons la valeur symbolique de l'œuvre, disons détestable ou négligeable. Donc le développement viable n'est pas de la décroissance. C'est deux concepts qui pourraient avoir des principes moraux similaires à la base, mais ensuite des stratégies complètement différentes. On ne parle pas de réduire le développement, mais c'est de requalifier le développement. Donc, il ne faut pas réduire les relations. On ne parle pas de regarder des perspectives de production et de consommation qui sont près de l'autarcie. Il existe des théories qui sont formulées de cette manière. Nous battons contre ces théories. Et il y a qui disent que les personnes ne doivent plus se déplacer. Et selon nous, les personnes doivent se déplacer. Ou l'Internet empêche les relations physiques. C'est pas vrai. C'est une autre façon de compléter les relations. Les frais doivent voyager sans produire des émissions, sans polluer l'environnement, doit être sûr, mais il faut avoir des échanges. Au contraire, il faudrait les développer de plus en plus. Par contre, il existe plusieurs éléments qui vont cocher et qui vont concourir à cette lutte, si vous me permettez. Et cette lutte devienne même une lutte politique dans le cas d'œuvre, comme la Lyon-Turin. Et malheureusement, il y a des partis politiques qui vont utiliser, qui vont exploiter l'œuvre pour leurs fins politiques, pour leur programme politique, qui est légitime, mais qui, disons, se battent contre et luttent contre l'œuvre. Donc, il faut avoir une communication correcte et efficace, et c'est bien. Et il faut être clair, et c'est bien. Mais il y a même d'autres questions de vision politique, culturelle, qui sont dignes d'être discutées. Et dans la longue période, on verra qui sera gagnant. Selon moi, petit à petit, nous sommes arrivés à, disons, exprimer des idées que, dans le passé, agréger les populations du territoire contre l'œuvre, alors que maintenant, on a un changement de vue au moins partiel.
Merci beaucoup. Pour tous les intervenants, je vous demanderai de faire bref parce qu'il nous reste une grosse demi-heure à passer ensemble. Et il y a beaucoup de curiosité très saine et de belle émulation du côté des étudiants. Je voudrais qu'on aille à Naples, à l'université Benincasa, où on est avec la professeure Paola Fiorentino et les docteurs Angelo Petrone et Guido Alberto Marsico. Je ne sais pas lequel de vous deux veut poser, ou de vous trois veut poser une question en premier, mais allez-y, les intervenants vous écoutent. Sì, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, Bonjour à tous. Tout d'abord, je désire introduire nos étudiants. Merci pour avoir donné à notre université Benincasa de Naples et surtout nos étudiants l'opportunité de participer à cette rencontre prestigieuse pour l'importance du projet et pour les raisons que l'on a vues jusqu'à présent et parce que c'est un dialogue très important et concret sur des thèmes auxquels nous sommes très sensibles. Donc, une approche qui a su valoriser le développement durable avec des retombées positives comme du point de vue économique, social et environnemental. Il s'agit d'un projet éthiquement en ligne avec la nouvelle période que l'on est en train de vivre, dans laquelle les changements sont rapides et les pratiques de production et de consommation, et aussi bien que les technologies et l'importance dans ce domaine des technologies, comme anticipé par M. Virano. Et j'ai très apprécié ces mots. Je désire synthétiser avec 3 mots clés, 3 mots que je pense on peut partager: protection, valorisation et innovation. Il s'agit de 3 mots et 3 concepts avec une signification importante et que notre université de Naples a décidé d'utiliser dans le domaine de la recherche, de la formation et dans la divulgation. Monsieur Lucio D'Alessandro et les différents professeurs, Monsieur D'Amato et Salvatore, et nos présidents de maîtrise en économie d'entreprise. Et le cours de 3 ans, c'est le seul cours de 3 ans sur les thèmes de la green economy, dont on a beaucoup parlé, et le cours d'économie, de management et durabilité. Nous sommes certains de l'importance de renforcer des parcours partagés afin de créer des réseaux, comme dans ce cas, qui soient en mesure de valoriser les compétences, comme les compétences de nos très jeunes excellents étudiants, créer des opportunités et de ressources. Je désire remercier encore une fois tout le monde, vous souhaiter un bon travail en laissant la parole. En passant la parole aux étudiants qui déjà ces années, dans les années précédentes, dans leurs études, comme dans le cas de M. Petrone, ont eu la possibilité d'approfondir et étudier ce domaine, ce projet très important et ambitieux. Je remercie tous et je laisse la parole aux étudiants. Bonjour à tous. Merci à professeur Fiorentino de la présentation. Donc, on avait identifié 2 questions. La première, quels sont les paramètres environnementaux sur lesquels l'attention est plus forte concernant cette œuvre? Vous m'entendez, j'espère. Hein? Oui, on vous entend. Fulvio, peut-être vous pouvez y répondre. Merci. Je ne suis pas expert disons, de paramètres environnementaux en ce cas, mais
je peux dire que les effets du changement climatique sont visibles et clairs à tout le monde dans la vie de tous les jours et dans les connexions et dans le transport. Donc, comme je l'ai dit avant, toutes les catastrophes environnementales peuvent le fragiliser encore plus. Donc, on l'a vu pendant 2019. Donc, le problème de réduire les émissions et de reprendre le contrôle du climat va intéresser la vie de tous les jours. Donc, comme on l'a écouté avec Madame Radikova, les changements environnementaux et les changements climatiques vont toucher nous tous. Donc, ce qui est intéressant à souligner, c'est que pendant la pandémie, la congestion routière a augmenté, les embouteillages ont augmenté, parce que cela va vraiment conditionner la vie de nous tous et de tous les territoires. Donc, par exemple, ça c'est, disons, les deux domaines pour lesquels l'ouvrage pourrait être une réponse positive. Donc, voilà les deux paramètres, selon moi, qui vont influencer la qualité de vie de l'Europe tout entière. Parce que, comme M. Virano l'a dit avant, l'Europe est toute petite par rapport aux autres continents. On a une longue histoire et des barrières naturelles importantes, et donc les embouteillages et la pollution peuvent avoir des retombées négatives importantes, non seulement sur les connexions, mais sur la vie de nous tous, la vie quotidienne de nous tous. Merci beaucoup. Oui, il y en a une autre, non? Si je peux ajouter encore une chose pour ce qui est des chantiers. On a parlé du suivi des chantiers, de l'évaluation des paramètres les plus sensibles. Lorsqu'on parle de chantier d'ouvrage, il s'agit d'un facteur fondamental. On a 135 paramètres au suivi qui vont des caractéristiques physico-chimiques de tous les matériaux dans le chantier et notamment de l'asbestos, mais pas seulement. On a même d'autres composantes qui peuvent être critiques, mais ces paramètres vont toucher même la logistique, la production collatérale et ainsi de suite. Donc, 135 paramètres qui sont suivis en continu par l'ARPA et l'ISPRA, donc toutes les instances qui sont préposées à ces suivis. Donc, on suit les sources et le flux de l'eau, même très loin des chantiers, pour vérifier l'absence de perturbation des nappes phréatiques. Donc, si vous êtes intéressé, bien sûr, on pourra mettre à votre disposition toutes les données spécifiques. Laissez-moi souligner par contre que nous, on est face à un défi ici de suivre et évaluer ces paramètres en tant qu'ensemble unique. Nous, on a les données sur l'environnement, c'est-à-dire l'habitat. Ensuite, on a les données épidémiologiques, c'est-à-dire concernant la santé des populations qui vont vivre sur la grande échelle, sur le territoire où les chantiers se trouvent. Ensuite, on a des données concernant les personnes employées sur le chantier, donc en liaison avec les thématiques de la sécurité. Donc, gérer cet ensemble énorme de données, maintenant que les chantiers vont se multiplier à partir de cette année et dans la longue période, va devenir un point crucial. Donc, c'est la gestion d'une masse énorme de big données.
Donc, grâce aux experts du secteur, on utilise même l'intelligence artificielle dans le suivi et l'analyse de ces paramètres, parce qu'il s'agit d'un élément nouveau, c'est-à-dire de mettre en relation et en même temps des données que jusque-là ont été gérées de manière sectorielle. Donc, les données environnementales, les données sur la santé, les données des chantiers de la sécurité et ensuite, bien sûr, il y aura à ajouter le secteur et le domaine de la gestion. Donc, c'est une analyse et un suivi en continu dans la longue période. Et grâce à l'intelligence artificielle, on pourra construire une base de données d'énormes valeurs. Donc, rappelons-nous que cela est fait dans 2 nations différentes, dans 2 contextes différents, des 2 côtés des Alpes. Donc, il s'agit d'une expérience pilote, je la définirais, d'intérêt énorme, qui représente un défi énorme, mais qui nous allons partager, bien sûr, avec les scientifiques et tous les étudiants qui seront intéressés à ce type d'effort. Monsieur Virano, vous avez un enthousiasme énorme, mais il nous reste 20 minutes et il y a beaucoup d'autres questions des étudiants, donc il faudra faire des réponses courtes, même si là vous avez répondu à une question qui arrivait sur l'intelligence artificielle et l'avenir des infrastructures, quels enjeux pour Lyon-sur-Ain, vous y avez répondu. Je tiens à rassurer toutes celles et ceux qui ont envoyé des questions à distance. Pour celles qu'on n'a pas traitées là au fil de l'eau et qu'on n'aura pas le temps de traiter, on a vos mails normalement puisque vous vous êtes logués pour arriver sur la plateforme et les intervenants se sont engagés à vous répondre par écrit pour des questions très spécifiques. Par exemple, j'en vois une qui est quid des tunnels de la Chartreuse, Beldonne, du Lin et celle entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. Tout ceci, on va vous y répondre par écrit parce qu'il ne nous reste malheureusement que 20 minutes et on est pris par le temps. On retourne à Naples avec Guido qui avait une autre question. Salve. Io ho anche una domanda. Bonjour. Je remercie et en particulier Madame Fiorentino pour cette opportunité. Par la création de modèles, quelle est la précision avec laquelle est-il possible d'évaluer le total des biens transportés par les corridors par rapport à tous les marchandises et les biens qui sont transportés entre Italie et France? Quelle serait en fait l'augmentation? Vous pouvez répondre, allez-y. Je peux chercher de donner une réponse de ce point de vue et je crois qu'aujourd'hui, la qualité et les délais de suivi des données de transport, malheureusement, c'est l'un des éléments sur lesquels il faut travailler et pensons que les données disponibles au niveau européen, ce sont les années de 2 ans avant, dans un monde qui évolue constamment. Ce que l'on est en train de faire au niveau européen, je peux vous parler du secteur ferroviaire, et c'est construire un modèle et des systèmes, mettre ensemble une vision européenne avec les quantités transportés et les flux national et international de façon précise. On peut dire qu'il y a encore du travail à faire parce que souvent, surtout pour ce qui est du transport routier, il fait l'objet d'un suivi et d'un contrôle complexe parce qu'il demande, parce que c'est un système que, par exemple, le chemin de fer est géré avec les infrastructures et c'est tout tracé comme le transport aérien. Le transport routier, comme le transport sur mer, n'a pas des parcours obligés et donc le suivi exact et précis des flux est différent. Aujourd'hui, il y a de toute façon des technologies qui permettent. La technologie nous aide, encore une fois, des systèmes de vidéocaméra intelligentes qui permettent d'identifier et évaluer les différents types de transport avec les quantités transportées. Et je suis sûre que d'ici quelques années, on sera en mesure d'avoir un suivi constant et de plus en plus précis de ce qui sont les volumes
déplacer en temps réel. On vit dans une époque où la communication est devenue très rapide. Donc la communication a un rôle clé, mais la communication des socials est différente et avoir des informations en temps réel, c'est très important. On arrive bien à avoir les chiffres de personnes infectées par le Covid-19 tous les jours et les chiffres de vaccination dans un pays entier. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à avoir le chiffre demandé par vous. Merci Fulvio. On va aller à Pinerolo où il y a des étudiants de la section 3B du lycée Porporato qui nous attendent. Professeur Turco, est-ce que vous êtes avec nous? Turco, pardon. Bonjour, je représente les étudiants de notre classe. Nous sommes très heureux d'être partie de ce projet parce que le tronçon de la Lyon-Turin n'est qu'à 80 km de notre école. Donc pour nous, disons, nous occuper de ce projet, c'est nous occuper de notre territoire, de nos vallées. Et donc, on s'occupe de chez nous. Donc, nous sommes très heureux de voir l'engagement de l'Union européenne qui travaille pour la viabilité de cet ouvrage ferroviaire énorme avec des retombées importantes sur la société et l'économie. Donc, on va être présent en septembre et en novembre et, si possible, on fera même une visite du chantier. Donc, merci de Madame Rolfo et Giacosia. Maintenant, on va lire quelques questions qu'on avait préparées. Donc, la diminution des émissions ferroviaires a aidé l'environnement. Vous avez des données en ce contexte? Question ouverte, peut-être on peut le prendre au niveau européen, ce sera intéressant. Est-ce que Wojciech ou Eddy, vous avez des données sur la réduction de CO2 grâce au ferroviaire? Je voulais laisser la parole à Wojciech. Je n'ai pas tous les chiffres à l'esprit. Yes, we do. Yes, we do. And actually, this also in reference to the previous question. I mean, you have also oui, je peux prendre la parole. Vous avez beaucoup de données statistiques disponibles, en particulier à partir d'Eurostat, qui collecte toutes les données concernant le transport et l'impact sur l'environnement du transport, non seulement, et cela sur une base annuelle. Et donc, il existe une sorte d'organisme centralisé au sein de la Commission européenne qui a la tâche d'exercer des analyses au niveau statistique. Pour ce qui concerne les statistiques européennes et en particulier pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre à cause du transport, on peut dire qu'environ 72% des émissions de gaz à effet de serre dues au transport sont causées par le trafic routier. Voilà quelle est la donnée principale, parce que le transport routier, c'est le type de transport qui cause plus de pollution, en particulier en Europe. Pour ce qui concerne par contre le transport sur rail, les émissions de CO2 sont seulement de 0,5% en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et le transport sur rail, donc, est sans aucun doute le transport plus écologique. operating phase is concerned. Et surtout dans la phase opérationnelle. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions à Pinerolo. Vous pouvez poser la suivante. Considérant les techniques dans la construction, donc de dizaines de mètres par jour, il sera possible de terminer l'ouvrage dans les délais établis? Vous voyez, celle-là, elle revient toujours. Il y a toujours des doutes sur les chantiers. Monsieur Virano, vous l'avez déjà dit, mais donc 2030,
c'est plus qu'un objectif, c'est sûrement réalisable. Oui. Comme je l'ai dit, la Covid, bien sûr, a influencé les travaux et donc les délais pourront, disons, être repoussés en avant de quelques mois. Mais nous sommes en train de travailler pour la mise en fonction de la ligne au début ou bien juste après 2030, 2031, 32, compte tenu que l'ouvrage sera terminé à l'avance. Ensuite, on aura une période de, disons, fonctionnement provisoire, donc de 6 à 12 mois, parce qu'il faut vérifier toutes les conditions de sécurité, mais les trains vont voyager dans des conditions normales, faute des passagers. Donc, les frais commenceront à voyager pour tester toutes les questions différentes à prendre en compte. Il y a toujours une phase de vérification de l'activité avant de l'ouverture au public de l'ouvrage. Mais comme je l'ai dit, je garantis que les chantiers sont en train d'être lancés et d'autres le seront très tôt. Donc je profite de l'occasion pour dire que, aussi bien pour l'Université de Naples et encore plus pour le lycée de Pinerolo, quiconque sera intéressé à visiter le chantier, on pourra le faire, on pourra organiser des visites. Nous allons voir comment le faire à travers un programme spécifique qui sera agréé après, disons, la Covid, parce que maintenant c'est les grandes vacances, mais à la rentrée, ça sera possible, je le dis à votre professeur et à ceux qui vont organiser, mais à chacun de vous. Vous êtes tous invités, si vous le souhaitez, à visiter nos chantiers et à avoir une vision directe de l'avancement des travaux. Voilà, c'était filmé, donc l'engagement est pris. Est-ce qu'il y en a encore peut-être? Il nous reste 10 minutes. Est-ce qu'il y a encore une question à Pinerolo? Merci beaucoup. Donc, merci de l'invitation et on le prendra en compte. Et en effet, on a déjà commencé l'organisation. Donc, dernière question. Quels sont les avantages économiques de ce système pour l'Europe et l'impact environnemental du projet? Alors, on a pas mal parlé de l'environnemental. On peut peut-être revenir quand même sur l'économique, Eddy Liégeois. Oui, merci. Effectivement, c'est une très bonne question. On ne peut pas en fait séparer le développement économique de l'aspect écologique environnemental. Et vous aviez d'ailleurs mis le point sur le souci et les critiques de certains. Il faudrait peut-être leur demander non seulement, quelles sont leurs critiques, leur base de leurs critiques par rapport au projet, mais quelles sont les alternatives qu'ils proposent. Il y a pour l'Union européenne et la Commission en particulier un objectif, un mot qui est très important, qui est la mobilité, qui est ce que nous on considère comme un droit qui doit être évidemment utilisé, exercé de manière responsable. La mobilité, je dirais même que c'est une base de la politique des transports qui est, je dirais, de rassembler les personnes et un facteur important du développement économique. Donc effectivement, il faut trouver le bon lien, le bon équilibre entre marché intérieur, donc développement économique et écologie. Donc, une alternative n'est certainement pas
d'essayer de diminuer la mobilité des personnes et du trafic du fret. Donc, la seule alternative, je dirais, est de promouvoir un transport qui est un transport durable. Là, je ne vais pas m'épancher en nombreuses statistiques, mais peut-être pour rappeler le chiffre qui a été évoqué par mon collègue Wojtek, actuellement, 93% du trafic ferroviaire entre l'Italie et la France, donc par le transfert des Alpes, 93% du trafic passe par la route. Et donc c'est clairement ce chiffre-là qu'on doit avoir en tête pour avoir un impact à long terme sur le climat et sur l'environnement. Et peut-être un dernier point, comme j'ai la parole, avec l'objectif 2030, on se focalise très fort dans ces discussions sur le tunnel. Et je crois qu'effectivement, comme l'a rappelé M. Virano, tout est mis en œuvre du côté du promoteur du projet, mais également de la Commission par le financement communautaire pour atteindre ces objectifs. Autre chose, et qui est également un challenge, tant du côté français que du côté italien, sera la réalisation des voies d'accès. Comme je l'ai dit, l'intérêt est pour ainsi dire nul d'avoir un tunnel ultra moderne si les voies d'accès ne sont pas réalisées, également dans le même horizon, c'est-à-dire 2030, afin de relier les deux villes, Lyon et Turin, mais plus largement que ces deux villes, pour avoir une cohérence dans l'ensemble du corridor méditerranéen qui s'étend du Portugal jusqu'au pays de l'Est, l'Ukraine. Alors, je suis désolé, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes et je vois des questions sur le calendrier, le projet d'accès depuis la France, le calendrier à jour ou l'accès au tunnel. Ça, c'est vraiment des choses auxquelles on peut répondre très facilement par écrit. En revanche, il y a eu des questions très importantes qu'on n'a pas suffisamment abordées, peut-être est-ce ma faute, pardon, sur l'énergie, parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé du mode, donc le train, plutôt que la route, mais reste à savoir comment est-ce que ce train est propulsé, puisque vous aviez des questions qui disaient partout les voies ne sont pas électrifiées, donc il y a des trains qui roulent au diesel, et puis vous aviez des questions, puisqu'on parlait des générations futures, sur est-ce qu'on va aller vers les trains à hydrogène. Donc, est-ce que l'un d'entre vous peut nous renseigner là-dessus? Comment est-ce que vont circuler ces trains, et notamment les trains entre Lyon et Turin? Est-ce que ce sera des trains à hydrogène, des trains 100% électriques, énergie propre? Vous ne bousculez pas. Hein. Une fois prendre la question, mais ce sera complété par mes collègues et M. Virano. L'objectif de l'Union européenne, c'est l'électrification des lignes. C'est le principe de base et c'est un standard en fait qui est dans la réglementation européenne qui existe depuis 2013. C'est un objectif pour avoir un système ferroviaire durable. Donc évidemment, la priorité de remplacer les autres modes de propulsion, en particulier le diesel. Et c'est également un objectif important pour assurer l'interopérabilité du réseau, c'est-à-dire pour s'assurer que tous les opérateurs de transport, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, puissent circuler, donc demander des sillons et circuler sur toutes les lignes ferroviaires de l'Union européenne. Dans ce contexte, les autres modes de propulsion, qui peuvent également avoir des vertus sur le plan environnemental, hydrogène, ont également leur place, mais pour des réseaux que l'on appelle des réseaux isolés, pour lesquels l'investissement en électrification serait disproportionné. Mais clairement, la priorité, c'est l'électrification des lignes. Monsieur Virano, vous voulez compléter, comme j'ai invité Eddie? Sì, in una chiave un po' diversa, cioè noi stiamo facendo... Oui, nous sommes en train de mener une étude qu'on aura le plaisir de partager avec toutes les personnes impliquées et que l'on a présentée à la Commission européenne, où on a mis en relation le réseau ferroviaire européen des 9 corridors du réseau TNT, le réseau
des voies européennes cyclables et les grands itinéraires de trekking à pied, des voies historiques de Santiago de Compostela jusqu'aux voies plus sportives, peut-on dire, en mettant en relation, apparemment pour la première fois, et c'est un travail que l'on a réalisé avec une équipe finlandaise, on a pour la première fois mis en relation l'entier réseau douce, disons. Donc le chemin de fer qui permet des relations à large échelle. Après, entre sur les parcours cyclables, piétonnes, pour les piétons qui normalement sont vécus en tant qu'opportunité pour des petits territoires, mais s'ils sont compris à l'échelle européenne, on peut identifier un réseau extraordinaire à de différents niveaux, et cela sans devoir engager les routes et les moyens à moteur. Et donc, si vous êtes intéressés, nous pouvons partager ce travail qui est assez particulier avec vous. N'oublions pas qu'il y aura aussi des évolutions qui permettront d'améliorer tout le système de la mobilité, tout comme les automobiles électriques, les camions à hydrogène. Mais nous avons de toute façon vérifié dans nos villes que l'arrivée des automobiles électriques et l'utilisation des vélos n'a pas réduit l'utilisation des métros, qui reste un réseau fondamental. Ce dont on parle, je rappelle l'image que je vous ai montrée au début, c'est le grand réseau ferroviaire métropolitain d'Europe sur lequel on peut ajouter et combiner toutes les opportunités des différentes relations et moins organisables, en comprenant également les cyclables et pour les piétons, pour avoir une grande vision d'ensemble dans le cadre d'un système de durabilité effective de la mobilité à l'échelle internationale. Bien, merci beaucoup, monsieur Virano. Ce sera le mot de la fin parce qu'il est 12h01 et qu'on va essayer de respecter les délais puisqu'on a dit qu'il fallait respecter les délais. Il y a beaucoup de commentaires très positifs qui arrivent et qui nous disent que ce sont des interventions très claires et surtout enthousiastes dans un monde si triste depuis un an qu'on a le Covid. Avant de se séparer tout à fait, je voudrais qu'on se quitte avec des jolies images, celle d'Irene Carbone qui a fait 3 autres dessins sur nos échanges. Je ne sais pas si la régie peut nous les partager à l'écran. On voit le premier. Et vous voyez donc à la fois le fait de relier les petites villes, la multimodalité avec le tunnel et le bateau et le port tout en bas. Et on m'avait parlé d'un dernier dessin. Ah voilà. Et donc c'est les mains qui se tendent. Merci beaucoup encore une fois. Anas, vous avez le bon réflexe, boussaïd.anas@gmail pour avoir l'ensemble des infos, des statistiques, des données, des études. On va vous envoyer vos mails pour ceux dont on n'a pas pu prendre les questions. C'est fini pour aujourd'hui le 16 juin, mais pour celles et ceux d'entre vous qui le veulent, on se retrouvera le 17 septembre. Ce sera les 150 ans de l'anniversaire du tunnel de Fréjus. Voilà, vous voyez, ça s'affiche ici avec nous. Donc le 17 septembre, prochain webinaire et un autre le 10 novembre la veille de l'armistice. Ça fera déjà 103 ans. Merci à toutes et à tous qui nous avaient suivis. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.